Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver sur ce 14e épisode de la chaîne Peluche et Fanfreluche. Je suis Isa alias Grain de Pelote sur Ravelry et sur Instagram et l'on se retrouve aujourd'hui après de longs mois d'absence pour un épisode de rattrapage. Alors qui dit épisode de rattrapage dit forcément entre autres des cousettes qui ne sont pas ou qui ne sont plus de saison, et comme je n'ai pas envie que vous subissiez cet épisode mais que vous y trouviez vraiment du plaisir, je vous ai mis un sommaire déjà parce que ça vous a plu la dernière fois, puis parce que là effectivement ce sera utile pour vous permettre d'aller piocher dans cet épisode les sujets qui vous intéressent. Donc pour rappel, vous déroulez la barre d'informations voilà, de votre tablette, smartphone, que sais-je, de votre ordinateur, et vous y trouvez le chapitrage de cet épisode, donc les timecodes. Vous cliquez sur le timecode qui correspond à la cousette que vous souhaitez visionner, et voilà, ça vous renvoie au chapitre correspondant. Sur les télés, malheureusement, ça n'est pas possible, donc il reste toujours la marche avant, la marche arrière, voilà, les avances rapides, etc. etc. Alors, avant de débuter, je vous parle de ce que je porte. Je regarde en bas parce que si vous voyez, si vous saviez quel fouillis ça met de tourner un épisode. Donc, la cousette que je porte, je me penche, je récupère le magazine. Voilà, donc il s'agit d'une blouse que j'ai cousue, à partir de ce Burdastyle qui date de septembre 2021. Et voici le modèle. Donc, je me lève. Donc, voilà. J'aimais beaucoup ce style marinière et donc j'ai trouvé dans mon stock une viscose qui présentait outre des formes géométriques mais aussi un espèce de jeu de lignes, et donc j'ai joué sur la verticalité et l'horizontalité du tissu pour retrouver un petit peu l'esprit de la blouse du magazine. La particularité de cette blouse, c'est qu'on a une encolure cache-cœur, voilà, et surtout on a une manche et un demi-devant qui sont constitués d'un seul et même tenant. Donc de chaque côté, il s'agit d'une seule et même pièce. Voilà, donc il n'y a pas d'emmanchure, et c'est ce qui explique peut-être le fait que voilà, l'encolure ne se positionne pas bien selon moi. Ça part déjà sur l'arrière, et puis la parmenture, bien que sous-piquée, a tendance à sortir. Et voilà, j'ai une aisance un petit peu entravée. Alors je sais pas si c'est effectivement dû à l'absence d'emmanchure. On a des pinces au niveau des coudes pour normalement faciliter le mouvement, la pliure du bras. Voilà, on a des panneaux froncés devant et derrière, et donc l'encolure est soulignée par la pose d'un bijou, d'un bouton, ce que vous voulez. Donc voilà, pour ce que je porte. Eh bien écoutez, on commence. Pour commencer, je viens vous parler de la veste Françoise. Alors Françoise est issue de ce magazine, Modes et Travaux, sorti en avril 2018 en collaboration avec Artezane, qui comprend 10 patrons. Il était proposé à l'époque au prix de 8,90 €, ce qui nous faisait des patrons à un prix ultra concurrentiel de 89 centimes d'euros. Alors Françoise, eh bien, je vous la montre de suite. C'est une veste droite qui est fermée par une ceinture nouée, et il était proposé de la réaliser dans un molleton. Aujourd'hui, ce patron, vous le retrouvez sur le site d'Artezane. Alors le patronage a été, je pense, modifié, et je vous préciserai à quel endroit lorsqu'on évoquera ce point. Mais aujourd'hui, Artezane propose de le réaliser également en chaîne et trame. Donc pour cette version qui est proposée dans ce magazine, le magazine le proposait de la taille 36 à 48, et il était accessible, et il est toujours accessible à un niveau débutant. Artezane proposait, ce qui n'est pas le cas sur le patron disponible sur le site, mais sur le magazine, Artezane proposait de matelasser la ceinture, le bas de la veste plutôt, la ceinture, et puis toute l'encolure. Et donc, il était préconisé d'utiliser un fil métallisé. Vous aviez une vidéo, vous avez toujours d'ailleurs, je crois, une vidéo pour vous accompagner sur le matelassage. Alors, je vous montre ma version. Donc, je l'ai réalisée, voilà, dans un molleton bleu marine qui dormait dans mon stock et que je réservais à un sweat pour mon fils. Et puis finalement
voilà, j'ai décidé de le métamorphoser en Françoise. Donc, pour en revenir au matelassage, et plutôt au point utilisé globalement. Pour le matelassage, j'ai utilisé le point droit de ma machine, longueur de point 3. Pourquoi le point droit? S'agissant d'un tissu extensible. Le point droit, c'est pour moi le point le plus régulier. Le point triple, le point éclair ne me donne pas une régularité suffisante pour réaliser un matelassage. Un matelassage, c'est joli si les lignes sont bien parallèles et puis si la couture est régulière. Alors, en soi, ça ne pose pas de souci sur certaines pièces de cette veste. Je pense au bas de la veste, je pense également à l'encolure. Par contre, c'est un peu plus problématique pour la ceinture. Pourquoi? Parce que la ceinture, c'est une pièce que l'on va manipuler, que l'on va étirer. On va saisir les deux extrémités pour la nouer et on va tirer sur ces extrémités. Et donc, on prend le risque aussi que la couture ne lâche, puisque la couture n'étant pas extensible, ça risque effectivement de céder. Donc moi, aujourd'hui, voilà, c'est ma ceinture. Donc, je la manipule avec délicatesse. Quand je la noue, je fais très attention. Mais voilà, c'est un petit peu voilà, la remarque que j'ai à apporter sur ce modèle. Sinon, effectivement, j'ai réalisé, compte tenu de la largeur des pièces, j'ai réalisé 4 piqûres. Alors, je n'ai pas utilisé, je vous l'ai sorti, où est-ce que je l'ai mis? Si vous voyez le bazar, je fais une pause parce que là, je ne retrouve plus ce dont je voulais vous parler. Alors, pour le matelassage, vous pouvez utiliser des outils de ce type qui sont souvent utilisés pour le quilting, donc qui se glissent dans le pied de biche, vous les connaissez, et qui permettent effectivement d'obtenir des lignes de couture parallèles. Donc moi, j'ai utilisé uniquement le pied de biche de ma machine, donc ça m'a fait un espacement de 1 cm à chaque fois entre mes lignes et j'ai pu réaliser 4 surpiqûres. Alors j'ai approché la veste pour que vous puissiez mieux voir cette partie de la veste. Donc vous avez sur l'encolure et le devant ici, vous avez la pièce qui forme un angle. Et donc vous devez matelasser toute cette pièce en marquant à chaque fois l'angle pour chacune de vos lignes de surpiqûre. Et donc pour être très précis et savoir à quel endroit il vous faut casser en gros la courbe pour former l'angle, moi j'ai tracé une diagonale et que j'ai marqué par un fil de bâti rouge. Je vous montre ici les photos. Et donc ça m'a permis d'avoir un repère qui me disait qu'à cet endroit, je devais casser la courbe de ma ligne de surpiqûre et voilà, prendre une autre direction. Et donc ça m'a permis d'avoir ici, j'avance, voilà, des angles alignés. Le petit bémol que je pourrais apporter à cette réalisation se situe au niveau de cette pièce. Donc vous avez, comme vous le voyez ici, un angle externe. Et puis la couture d'assemblage de cette pièce avec le demi-devant, par contre ici, forme une courbe. Et donc lorsque vous matelassez cette pièce, vous avez normalement 4 lignes de surpiqûre à réaliser. Donc si je m'en tenais à ces 4 lignes, j'aurais eu ici toute une partie vide de surpiqûre. Donc c'était à mon sens très inesthétique. Je vous montre les photos. Donc pour combler cette partie, j'ai réalisé une 5e ligne de surpiqûre, donc qui a pris naissance ici dans la couture d'assemblage, voilà, et qui est venue ici courir le long de l'encolure. Et si on s'en tient aux explications du magazine, le tracé des pièces sur le magazine, je vous montre ici une petite photo, vous voyez, montre 2 angles parfaitement identiques, que ce soit l'angle externe ou l'angle d'assemblage des 2 pièces. Donc voilà, esthétiquement, ça aurait dû être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joli si les 2 angles avaient été identiques. Donc voilà, là j'ai un petit peu triché. Et c'est là où je vous disais qu'effectivement le patronage sur le patron du site Artesane avait dû être revu,
Parce que quand on regarde les photos de ce patron, on voit que désormais l'encolure est arrondie, l'encolure externe est arrondie, donc à l'identique ici de cette couture d'assemblage. Et comme il n'est pas proposé de matelassage, bon voilà. Et puis même si vous réalisez un matelassage, vous pouvez réaliser un matelassage courbe. Donc voilà, en tout cas les deux, on va dire les deux courbes sont harmonieuses, elles sont identiques sur le nouveau patronage. Autre point à souligner, ça concerne l'assemblage du bas de la veste. Je trouve que les consignes sont incomplètes. On nous demande, s'agissant de cette pièce, d'assembler donc endroit contre endroit l'un des longs bords de cette pièce. Ensuite de le retourner donc envers sur envers et puis de réaliser le matelassage. Donc a priori on laisse les extrémités ouvertes et accrues. On peut penser que cette extrémité va être prise ici en sandwich dans le parement du devant. Eh bien en fait pas du tout, la longueur de cette pièce est prévue pour aller jusqu'au bout de la veste, donc heureusement que j'avais lu les explications avant. J'ai donc fermé cette pièce qui vient ensuite s'assembler, voilà, c'est une couture d'assemblage, s'assembler donc au reste de la veste. Et c'est là où je trouve que le patronage aurait pu être pensé différemment, parce que cette couture que moi j'ai décidé de ganser, eh bien elle crée une espèce de surépaisseur, et en fait, comme la veste ne se ferme pas, ou elle est juste fermée par une ceinture nouée, vous voyez cette partie-là, ce surjet, eh bien il reste visible. Donc voilà, on a beau le plaquer, on a beau essayer, enfin moi j'ai essayé de le fixer à la veste pour éviter qu'il ne ressorte, ben, je trouve il reste encore visible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aussi de le ganser. Donc j'ai utilisé un jersey, oh là là, je vais me lever. J'ai utilisé un biais de jersey que j'ai fixé voilà, à la machine sur une partie, puis l'autre partie au point invisible. Voilà. Pour éviter que ce surjet, enfin en tout cas faire en sorte qu'il soit le moins visible possible, mais c'est pas heureux je trouve. Vous voyez. Alors une fois que la veste est portée et plaquée sur soi, et encore. Bon, bref, voilà. On aurait peut-être pu avoir des finitions un petit peu plus soignées si on avait, comme je l'avais imaginé au départ, prolongé le parement du devant et puis si on avait pris cette ceinture en sandwich dans le parement. Alors, l'autre modification que j'ai pu apporter au modèle se situe au niveau des manches. Alors déjà, j'avais raccourci les manches de 3 cm. Et donc quand j'ai monté le poignet, il s'est avéré que la manche était tombante, elle était trop large et trop longue. Donc j'ai démonté le poignet, j'ai raccourci à nouveau de 3 cm, donc 6 cm en tout, et puis j'ai refité la manche, donc j'ai diminué la largeur du poignet de 4 cm et j'ai redessiné le fit de la manche depuis l'emmanchure jusqu'au poignet, de sorte que la circonférence de ma manche corresponde à la circonférence du poignet. Et donc ça a eu pour effet de fitter davantage ma manche. Donc voilà, c'est une veste qui après modification me convient davantage. Elle a quand même une carrure large. On n'est pas comme sur la photo, dont je vous montre encore un petit visuel, on n'est pas sur une veste finalement ajustée, aussi ajustée que sur la photo. Après modification, ça me convient davantage, voilà. Donc j'aime assez l'idée d'avoir une veste dans un tissu confort, parce que le molleton ça reste confortable, ça reste agréable à porter, voilà, on n'est pas étriqué, donc c'est une petite veste que j'apprécie malgré tout beaucoup.
on enchaîne avec la jupe Birkin de Bertina Paris. Alors Birkin, ben, c'est une jupe longue, fendue, avec une taille, une ceinture haute, on va dire, dépassant. Elle est froncée au niveau des hanches, ce qui a pour avantage de ne pas alourdir la silhouette. Donc c'est une jupe qui est proposée de la taille 34 à la taille 50, c'est ça. Et surtout, elle est proposée dans 3 statures, 1m60, 1m70, 1m80. C'est une jupe qui doit être réalisée dans un tissu léger, type viscose, coton léger, chambré léger, voilà. Et il vous faudra à peu près 1m50 à 1m90 dans une laisse de 140 cm. Alors, pour ma part, je vous montre ma réalisation dans le bon sens, la voici. Donc pour ma part, je l'ai réalisée dans ce velours ras motif floral collection AJ23 de Nuance Fabrique, donc dans la gamme Green, qui est un tissu composé de 80% de viscose, 20% nylon. Donc c'est pas très respirant tout ça, et d'ailleurs quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que ça avait l'air extrêmement synthétique, mais ça l'est hein, de toute façon. Mais voilà, je ne m'attendais pas à cet envers assez particulier. Mais voilà, il a la fluidité, la légèreté qui était adaptée à la réalisation de ce modèle. Alors, pour la petite histoire, parce qu'il y en a une, je suis retournée sur le site pour vérifier la référence du tissu, et là, je m'aperçois que le tissu doit être lavé à la main. Je suis maudite. Mais bah écoutez, il est déjà passé en machine, hein, forcément, et il n'a pas bougé et il continuera de passer en machine. Voilà. Pour en revenir au patron, on est sur des explications écrites très claires, limpides, accompagnées d'une vidéo où là on s'aperçoit que Karine, la designeuse, a vraiment le sens, elle apporte un soin extrême aux finitions. Elle vous précise qu'il vaut mieux revoir plusieurs fois le positionnement des repères avant de se lancer dans la couture, que si les coutures ne sont pas alignées, eh bien il vaut mieux défaire et reprendre la couture à tel endroit, que si le zip n'est pas positionné, aligné sur la couture, sur le haut de la ceinture, eh bien il faut corriger la couture de la ceinture à tel endroit. Donc on voit qu'elle a vraiment le souci du détail et qu'elle apporte un soin extrême aux finitions. Donc vraiment, moi j'adore. Et pour en revenir au PDF, eh bien, puisque j'ai pris le patron sous format PDF, on est sur un PDF qui ne nécessite aucune découpe. On est sur un assemblage des pages bord à bord, alors ça c'est parfait. Et les marges de couture sont incluses. Donc c'est génial. J'ai fait une toile pour la ceinture pour valider la taille, puisqu'on est vraiment sur une ceinture ajustée, et donc j'ai décidé de couper mon modèle dans une taille 38. En ce qui concerne l'assemblage, on va d'abord assembler le panneau devant à ce qu'on appelle la découpe, puisque vous avez une fente ici sur le devant, donc vous avez ici ce qu'on appelle une découpe, donc une bande, et puis vous avez le panneau devant. Donc Karine vous propose un repère d'assemblage qui détermine en fait la hauteur de la fente. Vous pouvez très bien voilà, ajuster ce repère en fonction de la longueur de la fente souhaitée. En ce qui me concerne, j'ai baissé ce repère parce que j'envisageais de porter cette jupe au travail et il n'était pas possible pour moi de dévoiler davantage de mon anatomie. Donc voilà, j'ai une fente tout à fait raisonnable malgré tout qui arrive un tout petit peu au-dessus du genou. Et donc voilà, on commence par assembler cette première partie, puis ensuite on vient assembler la ceinture donc au panneau. Donc on va passer 2 fils de fronce et puis on va ajuster la largeur de ce panneau à la longueur de notre basque. Ce qu'on va appeler la basque, ça va être cette ceinture haute. Voilà. Ensuite, on fait la même chose pour le dos.
Ensuite, on vient assembler l'un des côtés fermés de la jupe. Et puis, on va s'occuper de poser le zip invisible. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser, mais Bertina Paris propose ce modèle à des débutants confirmés. Et je pense que le confirmé, concerne la pose, s'explique par la pose du zip invisible. Donc, la vidéo explique très bien comment poser le zip invisible. Je ne vais pas revenir sur cette pose, juste préciser qu'il importe d'aligner les coutures. Hop. D'aligner les coutures de la basque. Donc juste ici. Donc moi je dois avoir un micro décalage. Mais j'ai... Ouais, micro décalage je pense. Alors, la particularité aussi de la ceinture, c'est qu'on n'est pas sur une ceinture montée, on a juste une parmenture. Une parmenture, voilà, pour terminer l'intérieur de notre ceinture ou basque. Donc, avant d'assembler cette parmenture à notre basque, il faut positionner les passants. Donc vous avez 2 passants devant et 3 au niveau du dos. La longueur de ces passants est prévue pour des ceintures larges, 9 cm, mais vous pouvez très bien ajuster la longueur du passant en fonction des ceintures avec lesquelles vous souhaitez porter votre jupe. Ce qui m'a posé un petit peu souci, c'est que, voilà, on vient ensuite fixer le bas de ce passant au point zigzag. Et moi, j'avais pas une finition très jolie au point zigzag. Donc, j'ai fait des points droits et je suis passée à plusieurs reprises. Et en fait, mon tissu avait tendance à bouger légèrement. Donc, j'avais parfois un décalage. Donc, j'ai repris plusieurs fois ma couture. J'avais peur d'abîmer mon tissu. Bon, écoutez, de loin ça fait l'affaire. Et l'intérêt que je vois aussi dans ces passants, c'est que ils viennent en fait fixer la parmenture. La couture, en fait, voilà, permet de fixer la parmenture intérieure, donc qui ne bouge pas entre les passants. Et puis l'autre intérêt aussi que je vois à cette parmenture, c'est que ça vient aussi terminer proprement voilà, la couture et donc cacher un petit peu la couture du zip. Alors moi ici sur la pose de mon zip invisible, j'aurais pu monter davantage mon zip par rapport à la hauteur de ma ceinture. Et voilà, c'est un petit regret à ce niveau. Alors, s'agissant de la fente, en fait, voilà, vous surfilez chaque côté de l'assemblage de la découpe et puis vous rabattez effectivement pour créer la fente. Vous rabattez. Karine propose, selon le tissu qu'elle utilise, de ne pas forcément piquer cette fente. Moi, pour ma part, je me sentais obligée de le faire, mon tissu étant beaucoup trop fluide et trop lâche et ne marquant pas au fer. Donc voilà, j'ai marqué la fente, le pourtour de ma fente. J'ai oublié de vous dire aussi que pour la basque, vous sous-piquez la basque. On ne verra pas forcément, peut-être ici. Voilà, on sous-pique la basque pour qu'elle vienne bien se plaquer à l'intérieur du vêtement. Et enfin, on a une finition ourlet mouchoir. Alors j'ai utilisé au départ mon pied ourleur et puis ben avec ce tissu c'était pas facile, enfin ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai utilisé la technique de Karine. Donc un premier repli de 5 mm, on pique à 2 mm du bord, on coupe le surplus de tissu et puis on replie à nouveau 5 mm et on repique à nouveau à 2 mm du bord. Voilà.
Eh bien écoutez, je pense vous en avoir tout dit, donc je vous laisse avec les photos portées. Donc même si cette cousette n'est plus du tout de saison, le modèle lui est parfaitement adapté et je me vois bien me coudre d'autres versions pour cet été. Alors, je viens maintenant vous parler un peu lingerie, et notamment de deux modèles tirés du livre Mon atelier lingerie de Milena Sevet. Alors, l'idée, ça n'est pas de vous faire une revue de ce livre, d'autres l'ont fait avant moi et l'ont même très bien fait, mais plutôt de vous partager mon expérience couture de deux modèles tirés de ce livre. Alors, j'ai choisi de coudre la culotte basique. La culotte basique, alors je vais peut-être vous montrer juste le dessin technique, voilà. Donc la culotte basique qui se décline en 4 versions. Vous avez la culotte basique, la version sans couture, la version dentelle et vous avez une version culotte menstruelle. C'est un modèle qui est proposé de la taille 34 à la taille 52. Pour le modèle que j'ai choisi, à savoir la culotte basique, ce modèle mobilise 4 ou plutôt 3 techniques. 1, 2, 3 techniques. Donc coudre un gousset simple, coudre un élastique à plat sur une bordure en rond et coudre un élastique à picot en 2 temps. Pour coudre ce modèle, il faut compter entre 30 et 50 cm de jersey présentant une élasticité de 40%. Voilà, pour moi qui ai choisi la taille 38, 30 cm m'ont suffi. Et il faut compter 2 mètres à 2,50 m d'élastique. Voici mon modèle. Donc j'ai choisi une chute de jersey, alors que vous connaissez, que j'ai déjà utilisé, mais on utilise les chutes jusqu'au bout. Et donc ce jersey présentait une élasticité de 50%. Donc modèle basique, la culotte basique. Alors ce que j'aime, c'est que voilà, on est sur une hauteur de culotte de, je dirais, 4 ou 5 cm et on est plutôt sur un modèle couvrant. La gamme de montage et des plus succinctes. Voilà, ça se résume à une page et 3 dessins. Donc voilà, ça peut paraître surprenant. Je vous renvoie, j'enlève mes lunettes parce que j'ai un reflet. Donc ça peut paraître surprenant, mais en fait, la créatrice renvoie à d'autres chapitres, notamment au montage du gousset simple. Et puis elle renvoie aussi à un autre chapitre qui concerne la couture des élastiques. Un certain nombre d'éléments m'ont fait défaut. À commencer par la longueur d'élastique nécessaire par taille. On nous dit qu'il nous faut 2 mètres à 2,50 m d'élastique, mais on ne nous précise pas quelle longueur par taille. On ne nous précise pas non plus comment répartir cet élastique sur le pourtour de la cuisse ou de la taille. On ne nous donne pas non plus l'indication du point à utiliser, la longueur du point ou la largeur du point. En fait, pour tous ces éléments qui me semblent essentiels quand on n'a pas d'expérience couture lingerie antérieure, pour toutes ces explications, moi je me suis référée à d'autres patrons, notamment au patron du Body de Marie Poisson, où j'ai pu trouver justement un rappel sur les longueurs, enfin la nature du point, longueur et largeur de point utilisée, et puis aussi sur des informations que donne Charlotte Jobert en précisant que pour quelles que soient les tailles, il faut à peu près 50 à 60 cm pour un tour de cuisse, et ce, quelle que soit la taille. Donc voilà, ça m'a aidé. Je voulais revenir sur la technique de pose de l'élastique que propose Milena Sevet
dans son livre et qui me semble être très intéressante. Donc Milena nous propose de poser sur notre machine à coudre un scotch parallèle à l'aiguille et d'inscrire sur ce scotch des repères à distance de l'aiguille, donc à 8 cm de l'aiguille, à 8,25, à 8,40 et à 8,65, ce qui correspond en fait à des taux d'étirement de l'élastique. Elle nous invite ensuite à nous référer à un tableau qui nous indique justement quel sera le taux d'étirement à prévoir pour tel type d'élastique et en fonction de l'endroit où se pose l'élastique. Et donc, ce taux d'étirement est à appliquer, voilà, selon le modèle que nous nous apprêtons à coudre. Le souci, moi, que j'y ai vu en pratique, c'est que ces repères sont placés très loin de l'aiguille. Et donc, lorsqu'on les utilise, ça ne permet pas de positionner l'élastique de manière très précise. Donc voilà, mon retour d'expérience. Dans la pratique, il me restait 1 mètre d'élastique pour réaliser mes tours de cuisse. Donc j'ai décidé d'utiliser la technique qui consiste à identifier des repères sur le pourtour, 4 repères sur le pourtour de ma cuisse, donc 4 quarts, et de répartir mon élastique selon cette même proportion, et ensuite de venir coudre l'élastique en 2 temps. En fait, on a 3 pièces à couper. Alors ici, on va les voir sur l'envers. Donc le devant, ben voilà, ça c'est la première pièce qui vient ici se terminer juste là. Vous avez ensuite le gousset que vous voyez ici visible sur l'endroit. Et puis vous avez le dos de la culotte, hop, ici. Voilà. Donc la couture ici, on a une couture essentiellement à ce niveau pour les 3 pièces. Et normalement, s'agissant du gousset, on a un gousset simple. Donc normalement ici, le gousset est libre. Donc il n'y a pas de couture ici. En principe, le gousset est maintenu par des coutures latérales. Mais moi, je trouve pas ça au porté très agréable parce que ça roulotte. Donc j'ai préféré ici faire une couture, un petit, je sais pas si on le voit ici, non, plutôt comme ça. Alors, un petit zigzag pour maintenir le gousset en place. Voilà. Et puis ma couture d'élastique, donc j'ai utilisé un fil de la même couleur que mon élastique sur l'envers et que ma culotte ici en bleu marine sur l'endroit pour que ce soit le plus discret possible. Je n'ai pas utilisé de fil mousse parce que j'arrivais pas à avoir un beau réglage. En fait, je vous ai montré très peu le modèle. Donc voilà le modèle. Hein. Et puis les élastiques, je les avais trouvés chez Mercerine. On voit un petit peu ici. Chez Mercerine. Voilà, ils ont plusieurs coloris au choix. Donc ça, c'est le premier modèle tiré du livre. Pour le second modèle réalisé à partir de ce livre, j'ai choisi le tanga et notamment dans sa version taille haute que voici ici. Donc, je vous montre ma réalisation. Voilà. Je l'ai cousu dans un jersey de mon stock qui présente 60% d'élasticité à la fois en hauteur et en largeur et donc une bonne rétractabilité. Donc c'était une chute. Hein. Et puis j'ai utilisé un élastique acheté également chez Mercerine, le même que celui présenté pour la... Oh là là, attendez, j'essaye de me cacher. Le même que celui utilisé pour la culotte que je vous ai présenté précédemment. Voilà. On est sur un modèle qui est composé de 4 pièces. Vous avez le devant, le dos et puis vous avez un gousset double. Donc ça mobilise la technique du fourreau. Donc on pose le gousset en utilisant la technique du fourreau. S'agissant de la forme du tanga, si je mets la culotte à côté, donc la culotte a une forme plutôt emboîtante et couvrante, alors que le tanga, lui, là c'est le dos, vient se poser sur la partie haute de la fesse. Et l'autre différence tient aussi à la largeur du gousset. Donc vous avez ici la largeur
du tanga. Et puis ici, la largeur du gousset de la culotte. Et puis bien entendu, vous avez aussi une différence par rapport à la hauteur de la culotte. Vous avez ici 5 cm de plus que la hauteur de la culotte. Donc là, il m'arrive à peu près 5 cm sous le nombril. Donc c'est pas non plus une taille haute. Moi, ce que j'appelle une taille haute, c'est quelque chose qui arrive vraiment à hauteur du nombril. Et ça, je supporte pas. Là, on est vraiment, voilà, légèrement sous le nombril. 5 cm, c'est suffisant. Enfin, c'est pour moi la limite du supportable. Alors s'agissant des points utilisés pour la pose de l'élastique en 2 temps, j'ai utilisé le point 11 de ma machine qui est un point zigzag avec une largeur de 2,5 et une longueur de point de 2. Et pour la deuxième partie de la pose de l'élastique, donc le deuxième temps, j'ai utilisé le point zigzag mais en discontinu, donc il fait 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. Et là j'ai utilisé une largeur de point de 4 et une, je vais mettre là comme ça, vous verrez peut-être, et je suis pas sûre que vous voyez, donc largeur de point de 4 et une longueur de 2. Alors la pose de l'élastique au niveau de la taille s'est faite au kilomètre. Et j'avais coupé 55 cm pour chaque tour de cuisse et finalement il m'est resté 5 cm à chaque fois. Donc 50 cm suffisent. Et vous voyez, s'agissant de la tension, ben, j'ai mieux géré la tension de mon élastique, j'ai l'impression. Et je pense que ça tient aussi au fait que j'ai utilisé la technique de la pose à plat de l'élastique plutôt que de la pose en rond. Voilà donc mes 2 dernières petites culottes. La prochaine étape, ça va être sans doute de me coudre une brassière. Je vais tenter la brassière, sans pose d'armature, mais juste pour voir. Parce que la technique m'intéresse. Voilà, la curiosité me titille un petit peu. Comment s'habiller de culotte? Allez, non, je vous passe pas les photos cette fois-ci. On passe à la réalisation suivante. Alors, pour la cousette suivante, je viens vous parler d'un vêtement que j'ai eu un grand plaisir à réaliser. D'une part parce qu'il présentait une certaine technicité. Enfin, je n'avais jamais réalisé ce type de vêtement auparavant. J'ai été ravie du résultat final et puis surtout c'est un projet qui m'a fait remonter le temps, qui m'a fait voyager dans mes souvenirs. Je veux parler de la salopette Daniel de République du Chiffon et je vous mets un visuel ici, je me décale un petit peu. Donc la salopette Daniel, ben oui, la salopette en tout cas c'est une pièce qui est sortie de mon dressing depuis des décennies. C'est le genre de vêtements que je portais quand j'étais ado ou jeune adulte et puis j'ai totalement oublié et quand je l'ai revu, je me suis dit pourquoi pas. Surtout quand j'ai découvert aussi ce qu'en disait la marque. Donc elle a été pensée comme pouvant être un vêtement un peu versatile, donc on peut lui donner un style garçon en le portant avec un t-shirt, avec un pull ou une chemise, ou alors on peut la féminiser en la portant ceinturée avec des escarpins. Donc je me suis dit que ça se tentait. Donc voilà. Alors la salopette Daniel, c'est une cousette, un projet, un vêtement qui s'adresse à un niveau je dirais confirmé. En tout cas le niveau est 4 sur 4. Alors moi je m'estime pas, je vous l'ai toujours dit, comme étant experte ou confirmée. Je me frotte à des projets parce qu'ils m'intéressent, parce qu'ils sont un challenge. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'apprends. Donc voilà, niveau 4 sur 4. C'est un vêtement qui est proposé de la taille 34 à la taille 46 pour une stature d'1,65 m. Moi je l'ai trouvé finalement, bien que voilà, ce soit associé à un bleu de travail, etc. Moi, je l'ai trouvé très féminine avec ses jambes étroites et puis son revers. Alors, je vous montre ma réalisation. Alors, avant de vous montrer ma réalisation, je vous précise qu'il faut 2,20 m de tissu. En principe, 2,20 m de tissu dans une laisse de 140 cm. Le tissu conseillé, c'est du denim, de la gabardine, du velours côtelé. Il faut également de la doublure, 50 cm de doublure.
Il faut 10 boutons en 12 mm de diamètre et puis 2 bretelles de salopette. Moi, j'ai choisi de la réaliser dans un velours finement côtelé que voici donc. J'essaie de vous la montrer, de vous la scanner, on va dire, vous la passer sous les yeux comme ça parce que c'est une grande pièce. Donc voilà, de plus près, on a ici une poche centrale sur la bavette. On a des pattes boutonnées de chaque côté, fermées par 4 boutons. On a 2 poches sur le devant, une fausse braguette, la jambe qui est fuselée et qui se termine ici par un revers. Et si je vous montre le dos, voici le dos avec 2 poches arrière. Alors, je vous ai dit avoir choisi un velours finement côtelé. Alors, il est assez particulier, il est un peu structuré. Vous voyez, il y a, comment dire, cette espèce de, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a comme des perforations dans les nervures. Donc, on a une structure de velours assez particulière et on est sur un coloris Tomette que j'affectionne particulièrement. Ce velours provient de chez Nuance Fabrics, c'est sa gamme Trix. Alors j'en avais commandé, je vais essayer de mieux cadrer, je fais du bruit, je me décale. Donc j'en avais commandé 2,20 m et en fait il ne m'en a fallu qu'1,80 m. Donc j'ai un coupon de 70 cm avec une légère entame, mais je saurais quoi en faire, un petit sac à projet par exemple. J'ai pris également 1 mètre de doublure. Alors oui, j'ai doublé dans une popeline que j'ai trouvée dans ma mercerie. Donc popeline de coton avec des petits pois blancs et le coloris est parfaitement raccord avec mon velours. Donc j'en ai pris, je vous ai dit 1 mètre parce que je comptais la doubler entièrement. Le patron ne prévoit pas de doubler entièrement la bavette. Vous avez normalement besoin de 50 cm pour doubler les poches. Vous avez également une doublure sur les ceintures, normalement, ceinture intérieure. Et puis voilà, pour ma part, j'ai décidé de doubler entièrement la bavette et le dos. J'en rêvais d'une petite salopette avec une doublure assortie. Donc 1 mètre et puis finalement je n'en ai utilisé que 65 cm. Oui c'est ça, 65 cm aurait suffi. Voilà. J'ai coupé une taille 38 et j'ai raccourci les jambes de 4 cm pour ma stature d'1,61 m. Et non, vous avez bien entendu, 1,61 m et non pas 1,60 m. Parce que, et oui, j'ai découvert, alors je me tasse pas avec l'âge, moi je grandis, j'ai découvert que je mesurais 1,61 m. Ma fille a fouillé un petit peu mon carnet de santé et puis elle a découvert une mesure qui indiquait 1,61 m. Donc je me suis dit, d'où ça sort? Donc on a ressorti le mètre et effectivement je mesure 1,61 m. Donc vous voyez, une petite fierté personnelle, fierté de petite. Bon, bref, donc j'ai raboté de 4 cm. Alors le plus compliqué finalement dans cette réalisation, le plus long c'est la découpe des pièces. On a 16 pièces au total. Et le plus long aussi, et c'est pas le plus compliqué, mais le plus long, c'est aussi le nombre de surpiqûres que vous avez à réaliser sur chacune des pièces. Alors vous voyez là, on ne les voit pas trop parce qu'elles sont réalisées dans un fil quasi ton sur ton, mais toutes les pièces font l'objet d'une double surpiqûre. Donc là, hop, 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 ici, la ceinture est entièrement surpiquée. Vous avez également la fausse patte, mais ça c'est normal. Vous avez ici les bords de poche, vous avez à l'arrière forcément ici tout le dos avec l'entièreté des bretelles, les poches, la ceinture, les poches et puis quoi d'autre, j'ai fait aussi des surpiqûres, oui, sur l'intérieur des jambes.
voilà, à l'intérieur des jambes. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Alors, je vais relire mes notes. Alors, le patron ne prévoit pas de doubler la totalité de la salopette. Vous avez en fait une parmenture pour le haut de la bavette et puis les côtés sont terminés par un ourlet, un double ourlet que l'on réalise de chaque côté. Idem pour le dos. J'ai décidé pour ma part de doubler la totalité. Alors comment j'ai procédé? Eh bien j'ai pris ma pièce milieu devant et une des pièces côté et puis j'ai assemblé mes deux pièces de patron. J'ai ensuite posé ma pièce sur le pli de mon tissu et donc j'ai coupé l'équivalent en fait de cette partie dans ma doublure. Pour le dos, idem, j'ai coupé exactement les mêmes pièces que les pièces dos pour réaliser ma doublure. Je vous montre. Voilà ce que cela donne. Donc les ceintures sont doublées, mais ça c'est prévu par le patron. Je trouve que les finitions sont vraiment nickel. C'est pas pour me lancer des fleurs parce que indépendamment du fait que j'ai décidé de doubler la totalité des pièces, je trouve que les finitions prévues par le patron sont vraiment de grande qualité. Alors je repositionne. Oh, je vais peut-être vous la montrer sur l'envers. Donc je vous montre le vêtement sur l'envers. La doublure du dos, doublure de la ceinture. Donc, voilà. On a ici les pattes de boutonnage de chaque côté. Les poches, grand fond de poche, doublé également, et la bavette entièrement doublée. Et là, vous voyez mon système d'attache provisoire parce que voilà, ce système ne suffit pas à maintenir en place la bretelle. Il aurait fallu ici une autre système de glissière. Donc je vais mettre des pressions pour maintenir la bretelle à la bonne longueur. Je coupe et je reviens sur l'endroit du vêtement. Je vous propose de revenir sur quelques étapes de montage, à commencer par les poches. On nous demande d'assembler les poches qui sont composées ici, vous voyez, d'une en forme de poche. Vous avez au fond le petit fond de poche qui est devant, le grand fond de poche qui est derrière, et ici le regard de poche. Si on s'occupe du devant de la poche, donc on a ici le petit fond de poche et on a l'enforme de poche qui est la partie velours. Ici doublure et la velours. Pour les assembler, il faut les assembler endroit contre endroit. Et donc si on les positionne endroit contre endroit, on s'aperçoit qu'on va devoir assembler deux courbes contraires. Donc en fait, il faut le faire sans épingler les pièces et il faut progresser lentement en évitant les plis. Une fois que les pièces sont assemblées, le regard de poche va se positionner tout à fait correctement. Alors ensuite, on va s'occuper du regard de poche, donc cette partie que l'on va assembler au grand fond de poche, hop, qui est juste ici. Donc voici les pièces. Et donc quand on va les assembler, on aura à terme quelque chose comme ça, les deux pièces vont se superposer et puis on aura ici une couture d'assemblage. Donc ça c'est la partie côtelée, puis ici c'est le fond de poche, la doublure. Donc pour les assembler, on va prendre la pièce côtelée, le velours ici, l'endroit de la pièce que l'on va placer sur l'envers de notre grand fond de poche et on nous demande de coudre ici à 1 cm jusqu'à un certain repère. Sauf que ce certain repère, je ne l'ai jamais trouvé. En fait, sur la planche de patron, il n'y a pas de repère.
Donc j'ai dû repositionner en fait mes pièces sur ma jambe de pantalon pour voir à quel moment je devais arrêter cette couture. Puisque en fait, quand les deux pièces vont être assemblées, on va ici, donc jusqu'au repère, on va ici cranter, on va dégarnir la couture et on va cranter pour pouvoir retourner la partie côtelée sur le fond de poche, et il va y avoir ici un décroché et là le reste de la marge de couture. Et donc c'est cette partie là que l'on voit ici, donc l'arrière et l'arrière du fond de poche et le regard de poche sont bien assemblés ici, et puis on a normalement un décroché avec la marge de couture qui continue ici et qui va permettre l'assemblage du pantalon, de la jambe de pantalon. Et donc pour déterminer le repère, j'ai compris qu'il fallait descendre sous l'ouverture de la poche. Voilà. Donc là c'est pas un problème technique, c'est plus un problème de patronage qui m'a un petit peu posé souci. Donc voilà, alors on a dans le montage, la gamme de montage, on a assemblé le devant, la bavette, et que moi ici j'ai doublé, on a assemblé le dos, ensuite on a réalisé les poches que l'on vient fixer sur les jambes de pantalon, ensuite on assemble les jambes de pantalon par la couture intérieure, on va réaliser la fourche, on réalise la fausse braguette, pardon, avec les surpiqûres. Et puis ensuite on va assembler notre bavette à notre ceinture, à nos ceintures, puisqu'il y a une ceinture externe, une ceinture interne qui est la doublure de la ceinture. Je vais prendre un petit peu de temps pour déboutonner. Et donc la bavette est prise en sandwich entre ces deux ceintures, ceinture externe et ceinture interne. Donc ici la ceinture interne et la ceinture externe. On fait la même chose pour le dos, sauf que pour le dos, on ne ferme pas les ceintures. Ici, contrairement à cette partie, à cette pièce où la ceinture est fermée, ici on ne la ferme pas puisqu'elle sera prise également en sandwich par la patte de boutonnage. Donc on réalise des pattes de boutonnage qu'on va ensuite effectivement venir assembler à notre jambe dos, et ce de chaque côté. Donc on vient fermer la jambe du pantalon en prenant soin de ne pas coudre la patte de boutonnage, de la laisser libre. Ensuite on vient réaliser des coutures de renfort au niveau du haut et du bas de la poche, et enfin on vient normalement poser les passants, que je n'ai pas jugé nécessaire de réaliser puisque vous allez le voir sur les photos portées, la taille est quand même assez ample, et donc voilà, je ne pouvais pas du tout la ceinturer, ça aurait été impossible, c'est pas joli du tout. Donc peut-être que si je réalise une taille un petit peu plus ajustée, pourquoi pas. Mais voilà, moi là, telle qu'elle est, le modèle me convient parfaitement, le saillant également. C'est une réalisation qui me réjouit et que j'aurai grand plaisir à porter lorsque les températures seront à nouveau fraîches. Mais voilà, ça je laisse ça plus tard, je n'ai pas hâte, j'ai grand besoin de soleil. Donc voilà, je vous laisse avec les photos portées.
cette dernière réalisation, je viens vous parler d'un sweat, et plus précisément du sweat Horizon d'Atelier Scamit. Alors je vous mets le visuel juste ici. Horizon, c'est un sweat plutôt ample, oui, type oversize, avec des manches tombantes. Vous avez le choix entre 3 variations de manches, des manches ajustées, des manches classiques, ou une manche avec des plis. Et ça, c'est une version plutôt ravissante, je trouve. Vous avez le choix entre 3 types d'encolures, une encolure ras du cou, une encolure dégagée ou une encolure en V. Si vous choisissez une encolure ronde, vous pourrez également choisir de réaliser une patte de boutonnage, voire une double patte de boutonnage. Vous pouvez également ajouter des poignets et de la dentelle aux poignets et vous avez le bas du vêtement qui est terminé par une ceinture. S'agissant de la ceinture et de l'encolure et notamment de l'encolure V, vous pouvez décider de la réaliser dans un bord-côte ou dans le même tissu que votre tissu principal. Alors je vous montre ma version. Voici ma première réalisation du sweat Horizon. Je dis première parce qu'il y en aura d'autres assurément. Alors juste pour vous expliquer mon choix de patron, je voulais en fait réaliser un sweat avec une patte de boutonnage. Je sais pas, j'avais cette envie de sweat à patte de boutonnage et j'ai longtemps hésité entre le pull Bianca proposé par Majam et le sweat Horizon. Le pull Bianca me semblait avoir une coupe un petit peu plus ajustée, c'est ce qui m'a fait hésiter, mais j'ai finalement opté pour le sweat Horizon en raison des variations d'encolure. Parce que là, il y a vraiment beaucoup plus d'options possibles. Et donc, forcément, c'est un patron multi-choix. Et donc, on peut aboutir à des résultats très variés. Donc, j'ai choisi pour cette réalisation le modèle le plus basique, c'est-à-dire l'encolure V, sans patte de boutonnage et les manches ajustées. Pour en revenir au patron, on est sur un patron qui est proposé de la taille 32 à 52 avec un niveau ouvert à un niveau débutant. Et c'est vrai que voilà, les explications sont comme habituellement limpides, voilà, très bien écrites. Et puis on est toujours comme avec les patrons d'Atelier Scamit, accompagnés par une vidéo. Et Johanna est extrêmement pédagogue, donc voilà, on ne peut qu'aboutir à un résultat fini très satisfaisant. Pour en revenir au patron, donc il est proposé en PDF au prix de 11 € ou sous format pochette à 16 €. Donc moi j'ai choisi le PDF, un PDF qui est présenté sous format, sous 3 fichiers qui contiennent tous quasiment une quinzaine de pages. L'assemblage du fichier se fait sans problème, du fichier PDF, du PDF se fait sans problème. On a 2 petites découpes, mais voilà, tout s'assemble parfaitement, il n'y a pas de décalage. Il vous faudra donc un tissu de poids moyen à moyen lourd, donc 220 à 300 grammes du mètre carré. On est plutôt sur des molletons, des French Terry ou du Milano également, 30 à 60% d'élasticité. Et sur le métrage, la plus petite taille, donc les plus petites tailles, c'est-à-dire de 32 à 40 requièrent 150 cm. Ensuite, de 42 à 46 ou 48, 160 cm. Et puis au-delà, donc de 50 à 52, 220 cm. Il vous faudra également de la laminette pour placer au niveau des épaules, un ruban sergé si vous faites comme moi une bande de propreté. Vous aurez sinon besoin d'un biais pour finir l'encolure si vous choisissez des encolures rondes avec patte de boutonnage. Vous aurez besoin également donc le biais, je vous l'ai dit, 80 cm à peu près, et puis des boutons, 4 à 6 boutons. 4 à 6 boutons par patte, donc si vous faites 2 pattes, vous doublez, 4 à 6 boutons de 12 à 15 mm. Alors, s'agissant de ma version, j'ai décidé de le réaliser dans un French Terry de la marque See You at Six, la gamme Plants, qui était sortie l'an dernier. Donc, on est sur des couleurs, bien sûr, que j'aime, couleur tomate, sur un fond gris acier. Et donc, ça passe bien en machine, cette fois-ci. Pas de sèche-linge, mais de la machine possible. Donc j'ai choisi la version la plus basique possible, hein. Encolure V, pas de patte de boutonnage,
Je n'ai même pas posé les poignets parce que les manches étaient suffisamment longues et je préférais finalement cette finition avec un ourlet simple fini à la double aiguille. J'ai par contre posé bien sûr la ceinture du bas de sweat et puis la bande d'encolure que j'ai coupée dans le tissu principal. J'avais acheté le bord-côte assorti de la marque mais je trouvais que c'était beaucoup trop contrastant. J'ai préféré rester sur une version un petit peu plus soft. Donc on est vraiment sur la coupe la plus basique et surtout sur un modèle qui est largement accessible aux débutants. On commence par préparer les épaules en posant une bande de laminette, on vient la préposer, puis ensuite on va coudre notre devant et notre dos endroit contre endroit, donc par la couture d'épaule, et on va ensuite s'attaquer à l'encolure V. Et là, rien de très compliqué. On est accompagné, si on le souhaite, par Johanna grâce à sa vidéo. Donc, Johanna nous propose dans un premier temps de fixer notre bande d'encolure. Donc, on prend nos deux extrémités qu'on vient positionner pour former notre V. Et puis, on va la préfixer en cousant ici sur le bas de notre V, dans la marge de couture, quelques points pour fixer cette bande d'encolure. On vient ensuite fixer cette bande d'encolure au vêtement en deux temps, en partant du milieu dos. Donc on vient bien sûr positionner les repères, milieu dos, les repères d'épaule. Et puis on a aussi au préalable sur notre V, tracé nos marges de couture. Et donc on a déterminé en fait la pointe de notre V sur la bande d'encolure. Et donc on va... de la même façon, sur l'envers du vêtement, on a là aussi tracé les marges de couture et on a déterminé la pointe de notre V. Et on va faire coïncider donc nos deux points d'intersection donc pour que on puisse coudre l'encolure en deux étapes. Donc du milieu dos, on remonte ici et on descend et on s'arrête au point d'intersection. Et puis ensuite, on reprend la couture dans un deuxième temps, toujours en partant de ce point d'intersection. Et là, on va remonter cette fois-ci jusqu'en haut du milieu dos. Et donc, si tout se passe bien et si on a été minutieux, patient et on a voilà pris notre temps pour bien préparer les étapes, on aboutit à un V qui ne pose pas de difficultés et qui ne présente pas de plis non plus. Donc voilà, on a aussi cranté bien sûr, bien évidemment. On a cranté. Alors aujourd'hui, je ne vous fais pas une démonstration très précise de cette cousette parce que tout simplement, allez voir la vidéo, elle est en accès libre et c'est très bien expliqué. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, on vient poser nos manches à plat. Donc on ouvre en fait notre devant et notre dos à plat. On vient poser la manche. Donc voilà, rien de compliqué parce qu'il n'y a pas d'embu non plus. On fixe donc notre manche. Alors oui, ça d'ailleurs pour les points d'assemblage, Johanna propose d'utiliser la machine à coudre indifféremment de la surjeteuse. Elle explique que le modèle est tout à fait réalisable avec une simple machine à coudre. Donc elle vous montre en début de vidéo les différents points qu'elle utilise et elle vous précise à quel moment les utiliser. Donc voilà, on fixe les manches. Ensuite que fait-on? Alors normalement on fixe on vient fermer, pardon. On vient fermer le corps, donc en partant du bas jusqu'au bout du poignet. Et puis ensuite, on vient normalement poser le poignet de manche, donc poignet que l'on réalise. Donc c'est une bande que l'on plie en deux et puis que l'on vient ensuite fixer autour de notre poignet. Je vais y arriver. Donc là, j'ai zappé cette étape. Et du coup, j'ai aussi économisé du tissu, ce que je ne vous ai pas dit, parce que dans ma version, j'avais à peu près 1,60 m de tissu. Il m'en fallait à peu près 1,50 m. Et donc là, il me reste un coupon, j'ai noté, de 57 cm sur 68. Donc, et je n'ai pas coupé les poignets. Donc j'ai attendu, et j'ai bien fait, parce que habituellement, enfin, quand j'ai vu que les manches étaient tombantes, je me suis dit que les manches allaient sûrement être longues. Donc j'ai hésité, et puis à l'essayage, je me suis dit que ça n'était pas nécessaire. Ensuite, on vient réaliser la bande de ceinture. Donc là aussi, elle est composée de deux pièces. Une pièce devant, une pièce dos. Chaque pièce étant pliée en deux. On les assemble
voilà, sur les coutures latérales. Et puis ensuite, on vient assembler le tout au corps de notre vêtement. Alors, en fait, moi, mon petit souci, c'est toujours veiller à ce que les coutures soient alignées, que ce soit sur les coutures latérales. Et puis aussi, qu'on ait une croix, une belle croix aussi, si possible, au niveau des emmanchures. Donc, voilà, souvent je préfixe à la machine à coudre et puis quand c'est bon, je surjette. Voilà. Et puis, donc voilà. Et quand on est arrivé à cette étape, en principe, on a terminé. Et pour ma part, j'ai voulu juste rajouter une bande de propreté. Donc, dans une viscose que vous connaissez, que j'ai déjà utilisée. Alors, pour poser la bande de propreté, je me suis juste remis en tête quelques étapes et j'ai revisionné les vidéos de Moi je couds Claire, qui était un tuto pour poser une bande de propreté, et puis il y a également le tuto de Letty et Léa qui est un pas à pas pour poser une bande de propreté d'encolure. Donc voilà, ça m'a remis un petit peu les étapes en tête, mais rien de sorcier. Alors forcément, qui dit bande de propreté dit couture visible sur l'arrière. Alors moi, ça me gêne pas du tout. Je trouve que ça fait partie des codes du sweat. Donc écoutez, voilà. Et donc forcément, quand le sweat est plié, on ne voit pas le surjet, c'est tout l'intérêt. Alors ça n'a d'intérêt que pour moi, bien évidemment, puisque vous ne le voyez pas quand je le porte. Mais voilà. Et donc c'est mon sweat préféré de tous les temps, mon préf de préf, comme dit Lysandre, si vous avez la référence. Donc non, j'adore, 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 j'adore. Vraiment, je ne vais plus le quitter. Enfin, dommage qu'ils sont un peu chauds quand même. Quoique, voilà, les soirées d'été un peu fraîches, ça peut très bien faire l'affaire. Donc j'adore. Donc je vous montre les photos portées. Voilà, on arrive au terme de cet épisode aujourd'hui. J'ai eu un grand plaisir à vous retrouver. J'espère qu'il en a été de même pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'espère également que vos loisirs créatifs vous apportent toute la joie et toute l'énergie et toute la sérénité que vous méritez. Et je vous dis, écoutez, à bientôt, j'espère. Ciao.